Juste avant votre vidéo, je vous informe qu'on sort un podcast. Ça s'appelle Gueule de bois et ça va parler d'arbres, de forêts, de planches, de menuiserie, mais bien plus. Vous le retrouverez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et sur YouTube tous les premiers lundis du mois. L'épisode 0 est déjà en ligne et le premier sortira le premier lundi de septembre. Tous les liens pour aller écouter les épisodes se trouvent dans la description et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, on m'avait dit quand j'étais petit qu'il y avait moyen de calculer l'âge d'un arbre en comptant le nombre de cernes. Bon, après on m'avait aussi dit qu'il y avait moyen de connaître l'âge d'une pomme en tournant sa queue, celle de la pomme hein, évidemment. Bon, autant pour la pomme, on sait que c'est de la vaste connerie, mais du coup pour l'arbre, est-ce que c'est vrai ou pas? Une bonne question hein. Alors avant tout, un petit disclaimer concernant le mot qu'on va utiliser extrêmement régulièrement dans cette vidéo, c'est le mot cerne. Et on va ici souvent l'utiliser au singulier, ce qui se fait assez rarement, en général on parle des cernes, là on va parler d'un cerne, et vous l'avez entendu, le mot cerne c'est un nom masculin en français, et pas un nom féminin comme on l'entend souvent. Donc ne soyez pas étonnés, dans la vidéo on va dire un cerne. Ne soyez pas non plus étonnés s'il m'arrive, par mégarde, de quand même dire une cerne, parce que c'est souvent ce qu'on entend, et donc peut-être que ma langue fourchera, mais au moins, ceux qui ne le savaient pas, vous le saurez, cerne c'est masculin, donc on dit un cerne. Vous pouvez faire un petit jeu hein, dans les commentaires de me dire les minutes auxquelles j'ai dit une au lieu de un. Voilà, bon, on ferme la parenthèse du disclaimer, comme ça, on est d'accord sur les termes utilisés, c'est parti pour la vidéo. Et bien donc du coup la grosse question de cette vidéo c'est est-ce qu'on sait calculer l'âge d'un arbre grâce à ses cernes? Spoiler, oui on sait faire ça, on sait même faire vachement mieux parce que les cernes peuvent nous donner vachement plus d'informations et il y a même une science qui s'occupe de ça, ça s'appelle la dendrologie, et bien c'est l'étude des cernes du bois. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. La dendrologie, elle va être utile pour plein d'études différentes, que ce soit l'étude du climat, de l'écologie, de l'archéologie. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va se focaliser en particulier dans cette vidéo. C'est l'étude de l'âge du bois, et donc une branche de la dendro qui s'appelle la dendrochronologie, qui est donc une branche bien spéciale de la dendro, qui va étudier, grâce aux cernes, et bien tout simplement l'âge du bois. Et donc du coup, évidemment, pour parler de dendrochronologie, on va se rendre à l'IRPA, à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, pour découvrir comment ça se passe sur chantier, pour récupérer les informations, et puis comment traiter les informations en labo. Et du coup, c'est parti, suivez-moi. La première question à se poser, c'est quoi les cernes du bois et comment est-ce que ça apparaît? Donc ici on a une rondelle de chêne, on voit bien l'aubier qui est la partie périphérique où la sève circule encore et le duramen qui est un peu plus foncé, qui est bien distincte. Il faut savoir que les arbres sous nos latitudes forment une quantité de bois qui est répartie tout autour du tronc. Cette quantité de bois, elle varie d'une année à l'autre en fonction de plusieurs facteurs, le principal étant le facteur climatique. Donc ça c'est une chance, c'est valable vraiment c'est une large zone qui couvre toute l'Europe, mais aussi par exemple le Canada, ça marche très bien. Par contre dès qu'on va trop au nord ou trop au sud, notamment en zone tropicale, là ça marche plus parce qu'en fait on a des alternances de périodes humides et de périodes sèches, mais plus un arrêt de végétation vraiment en hiver qui marque la croissance annuelle. Donc le cerne annuel c'est quoi? C'est vraiment, chez le chêne ça commence par des pores de printemps qui sont très larges, puis après on a du bois d'été qui est beaucoup plus dense. Tout chez le chêne c'est assez facile, donc il a vraiment une croissance annuelle, donc il fait vraiment un arrêt de végétation en hiver, ça c'est très clair. Donc chaque ligne qui paraît un peu plus claire ici, c'est bien les pores de printemps, suivis du bois d'été. Il y a d'autres essences qui sont plus capricieuses, ou parfois, notamment le hêtre, on a une croissance qui est plus aléatoire, donc on va dire, c'est un très bon marqueur climatique, mais par contre il va soit faire des arrêts de croissance, donc il y aura une petite ligne qu'on pourrait considérer comme un cerne mais qui n'en est pas un en fait, et inversement, une année qui serait très défavorable, ne pas faire, ou très peu en tout cas, donc on pourrait considérer qu'il y a des cernes absents. C'est des phénomènes qu'on observe beaucoup chez les résineux aussi. Chez le chêne, c'est plutôt facile. C'est plus simple.
Évidemment, pour pouvoir étudier les cernes du bois, il va falloir réaliser un prélèvement. Ce prélèvement, il va évidemment être fait de manière différente selon ce qu'on veut analyser, que ce soit un arbre, que ce soit une poutre, que ce soit un arbre coupé, un arbre sur pied, une poutre découpée ou une poutre encore dans une maison, les techniques vont être relativement différentes. Dans un arbre déjà coupé ou dans une poutre démontée, il est relativement facile de couper une tranche pour voir directement apparaître les différentes cernes, alors que dans un arbre qui est encore sur pied ou une poutre qui maintient encore l'entièreté d'une charpente, il va falloir gruger, utiliser d'autres techniques, et on va pour ça utiliser un carottage. Pour un arbre encore sur pied dans une forêt, on va utiliser une tarière de Pressler qui s'utilise à la main, tout simplement pour ne pas trop agresser l'arbre, ne pas brûler les tissus et lui faire le moins de mal possible. On va donc prélever un tube de bois, une carotte de bois, en prenant bien soin d'aller jusqu'au centre du bois, et une fois cette carotte retirée, on va en général reboucher le trou avec une petite tige en hêtre qu'on aura préalablement désinfectée. On pourra évidemment protéger la plaie avec un cicatrisant pour arbre, même si on sait que c'est pas forcément obligatoire. Pour ça, je vous renvoie à notre podcast qui se trouve sur Spotify ou même tout simplement ici sur YouTube où on a parlé avec un élagueur qui nous a expliqué un petit peu aussi comment on peut faire cicatriser l'arbre. Le lien se trouve juste là, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça, c'est pour la technique pour un arbre sur pied. Pour de la poutre de charpente, c'est une toute autre technique. Des mèches creuses et on va vraiment essayer d'avoir la séquence complète, donc de la périphérie vers la moelle. Et ici, si on prend un échantillon, une carotte, on a vraiment toute la vie de l'arbre. Bien sûr, on ne peut pas prélever dans tous les objets. Et donc parfois, notamment tout ce qui est œuvre d'art, à ce moment-là, on va juste regarder, avoir accès finalement, on a besoin d'avoir accès à ce plan transversal. Si ça c'est un panneau peint, avec la couche picturale, on va chercher d'avoir l'accès sur le champ supérieur ou inférieur. En général, on essaye de prendre les deux pour regarder si on n'aurait pas un petit peu d'aubier ou quelques cernes en plus d'un côté ou de l'autre et pouvoir comparer aussi les mesures. Et donc là, ça permet de ne pas prendre d'échantillons. On prépare de façon très superficielle, avec parfois juste un petit nettoyage à la brosse, un petit trait de cutter ou quoi, et on arrive à faire un enregistrement avec des macrophotographies. Dans certains cas aussi, on peut se permettre de prendre des extrémités donc de poutres comme celle-ci. On est certainement sur une ancienne solive de plancher dont on a coupé l'extrémité. Lorsqu'on travaille en sous-sol, en archéologie du sous-sol, c'est la même chose. En général, on peut se permettre de faire donc des tranches donc, dans le bois parce que là, la tarière ne convient pas. En général, le bois alors se laisse aller en fait, dans la tarière. Donc, l'idéal, c'est de prendre un peu plus de matière. Donc ici, on est sur un bâtiment qui est situé dans l'hypercentre de Bruxelles, qui est une zone qui est aujourd'hui conservée tout autour de la Grande Place de Bruxelles et classée zone UNESCO. Donc on est ici sur des bâtiments qui étaient bombardés en 1695 et qui ont été reconstruits, donc c'est la période de la reconstruction. On a ici une convention avec Urban Bruxelles pour étudier cet habitat, ce type d'habitat. Et donc quand eux interviennent, alors on leur fournit des datations. Quand on arrive dans un bâtiment comme ça, en général, c'est à la demande des archéologues ou des propriétaires éventuellement privés qui ont des questions, qui veulent dater leur bâtiment ou qui veulent savoir si tout est homogène. Donc la première chose à regarder, c'est justement l'homogénéité de la structure. Donc on va regarder tous les indices, donc s'il y a des traces de réemploi, s'il y a des assemblages vides,
si les bois nous semblent avoir bougé de place. Donc, un bon indice dans les charpentes, donc, c'est de regarder les marques d'assemblage. Donc, chaque ferme est numérotée à différents endroits. En général, le plus commun, c'est des chiffres romains qui peuvent être grattés 1, 2, 3, 4 s'il y a 4 fermes de charpente. Donc on va regarder si toutes les pièces sont bien marquées, si c'est homogène, si c'est bien ordonné en ordre croissant ou pas. S'il y a des modifications, c'est possible, ça arrive parce qu'il y a aussi les aléas du chantier, parce qu'on s'adapte, parce que donc, on essaye de comprendre sur site vraiment ce qu'on doit étudier. Et selon donc, la problématique du site, on va orienter nos prélèvements. Il y a donc entre 5 et 10 prélèvements en général par structure homogène à dater, tout dépendant donc du nombre de cernes qu'il y a sur les bois. On estime qu'un minimum de 50 cernes est nécessaire pour avoir une datation fiable. Donc moins on a de cernes, plus on va essayer de faire de prélèvements pour essayer de les synchroniser, donc faire des moyennes et allonger donc, cette séquence qui doit avoir minimum 50, si possible 70, voire 100 cernes, là on devient confortable. Donc quand on arrive sur site aussi, on regarde les bois, voir quelles têtes ils sont. Est-ce qu'ils sont vraiment très équarris ou est-ce qu'il y a des zones de flash? Est-ce qu'il y a de l'écorce qui est préservée par endroits? En général, en charpente, c'est souvent le cas. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour le dendrochronologue parce que ce sont des zones où vraiment il y a le dernier cerne de croissance qui est conservé. Donc si on arrive à dater cet échantillon-là, on a l'année d'abattage de l'arbre. C'est ce qu'on cherche. On ne peut pas avoir plus précis comme information à fournir à l'archéologue. Oui, donc le bois flash, le cambium, tout ce qui peut indiquer qu'on est vraiment sur le dernier cerne. Donc ça peut être des petites galeries d'insectes aussi, quelquefois, qui parcourent un petit peu, qui se déplacent juste sous l'écorce en fait. Donc ça, c'est des bons indices. Sinon, on voit vraiment des fibres qui sont plus brunes, qui se détachent un peu. Et sinon, le bois flash, c'est mieux que rien, mais on a toujours une petite réserve à savoir est-ce que c'est vraiment le flash ou est-ce que finalement ça s'est délité au séchage et donc on a quelque chose qui ressemble au tronc finalement, à la forme du tronc, mais qui a pu être... Mais donc c'est vrai que si on voit des traces d'outils, ça a été travaillé, là on sait qu'il manque de la matière, donc c'est pris en note aussi. Dans notre protocole, c'est quelque chose qu'on fait un peu en routine, donc on est sûr comme ça de ne pas perdre de matière à l'échantillonnage. Donc on applique un petit peu de peinture blanche de Tipex sur ce qu'on voit, en notant bien sûr à quoi ça correspond. C'est du flash, si c'est avec cambium, sans cambium, si on est au-delà, dans du duramen. Et après, ça nous permet au laboratoire de se dire, ok, donc là on n'a pas de perte au prélèvement, maintenant sur quoi on est, et ça nous permet d'avancer dans l'interprétation. Une fois les carottes ou les tranches récupérées, eh bien il va falloir les ramener au labo et les préparer pour l'analyse. Donc ici, on va prendre les échantillons un par un et les immobiliser. Voilà. Par convention, on les met toujours de gauche à droite. On les immobilise donc, pour pouvoir les préparer par après, donc soit au cutter, soit en ponçage. L'idée est de faire ressortir les cernes de croissance, hein, parce que là, ils viennent d'être extraits des charpentes et les cernes ne sont pas encore bien dégagées pour pouvoir les mesurer. On les colle. Et on en profite pour repérer donc la présence ou non de cambium, d'aubier. Tout ça, donc, on le marque par des petits symboles sur notre planche. Ce sont des conventions qui sont propres à notre laboratoire.
tous les laboratoires ne fonctionnent pas nécessairement comme cela. Et donc maintenant, on va effectivement convertir, en fait on va mesurer l'épaisseur de chaque cerne et convertir donc cette série d'endroits chronologiques en séquence graphique ici qu'on va voir s'afficher petit à petit à l'écran. Et donc sur ce graphique, chaque point enregistré, chaque cerne représentera un point donc, sur le graphique. L'idée, c'est de vraiment suivre cette épaisseur de cerne et donc de vraiment suivre son développement. Et donc, on s'aligne en suivant donc, ici les rayons. Et donc, sur la fin de croissance, ici en particulier sur ces échantillons, on constate un ralentissement de la croissance, donc des cernes plus étroits. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais de façon générale, il y a donc dans la croissance des chênes de nos régions en particulier, ce qu'on appelle l'effet de trend. En vieillissant, l'arbre produit toujours une bonne quantité de bois, mais l'arbre devient de plus en plus gros, de plus en plus grand, et la quantité de bois qu'il produit n'est plus toujours suffisante pour produire un cerne très large. Donc, de façon générale, on va constater justement dans les graphiques que sur la fin de mesure, donc, la moyenne générale d'épaisseur de cerne diminue avec le. Maintenant, il peut y avoir quand même des sursauts d'activité parfois en fonction de ce qui se passe autour de l'arbre. Notamment, par exemple, s'il y a en forêt un abattage d'arbres qui avoisine donc celui qu'on est en train de mesurer. Du coup, l'arbre reçoit beaucoup plus de lumière, il a beaucoup plus d'espace et donc là, il va reproduire à nouveau un cerne un peu plus large. Mais de façon générale, donc, il y a une diminution plus ou moins constante donc, de l'épaisseur moyenne. On mesure donc les cernes de chacun de nos échantillons et pour chacun de nos échantillons donc, on obtient des graphiques linéaires et ce sont ces graphiques que l'on va comparer. On va essayer de trouver la position relative donc, de chacun de nos échantillons, donc la position les uns par rapport aux autres et de constituer alors par la suite une moyenne. Et c'est cette moyenne de sites que l'on comparera donc à nos référentiels. Et c'est vraiment ce principe, effectivement, d'abord de faire corréler les échantillons entre eux pour obtenir une moyenne. Parce qu'en travaillant avec une moyenne, en fait, on va vraiment dégager ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le signal climatique, et gommer plus ou moins les particularités de chacun des arbres. Parce que même si l'élément qui nous intéresse le plus et qui influence aussi le plus la vie des arbres, c'est le climat, c'est le facteur qui a le plus d'influence, malgré tout, il y a d'autres facteurs qui influencent cette vie. Et donc c'est cette moyenne alors qu'on comparera ensuite année après année. Donc, à nos référentiels. Donc aujourd'hui, effectivement, comme le disait Armel, on a des ordinateurs pour le faire, mais même quand on a commencé l'Alendro, on le faisait aussi donc, sur une table lumineuse où on comparait, voilà. Une fois notre échantillon préparé et les images enregistrées, on va pouvoir enfin commencer le comptage des cernes et leur analyse. Donc les carottes, on peut aussi les mesurer sur écran à partir de scans très haute définition, pour voir vraiment la limite de cerne. Donc là, vous voyez bien chez le chêne, donc les pores de printemps, le bois d'été, et on va pointer un à un tous les cernes. Une fois qu'on a fait cette mesure, on va les charger dans un logiciel qui nous permet de comparer les séquences d'endroits chronologiques entre elles. Donc ça se présente comme ça, on fait beaucoup de calculs au niveau statistique. Donc voilà deux bois qui synchronisent très bien ensemble par exemple et dont la moyenne va se dater parfaitement. Ici on est de nouveau sur Bruxelles avec un dernier cerne en 1393. Après la datation, ce qui prend beaucoup de temps au laboratoire aussi, c'est la rédaction de rapports qui se veulent le plus complet possible.
Donc on va décrire le contexte de l'étude, on va répertorier chaque échantillon, on va justifier les résultats, les datations, les différentes phases identifiées. On va aller dans l'interprétation aussi pour répondre vraiment aux questions de l'archéologue ou de l'historien de l'art. Et puis aussi, une particularité donc, du labo, c'est qu'on tient vraiment à ce que les propriétaires aient accès aux données brutes. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du rapport, on met vraiment les largeurs des cernes. Et donc ça, c'est quelques semaines de travail après, en plus. Donc pour rendre ça compréhensible et pouvoir le communiquer de façon constructive. Finalement, comme on l'a vu dans la vidéo, effectivement, on peut calculer l'âge d'un arbre en calculant le nombre de cernes. Et ces cernes permettent d'en connaître un peu plus sur notre histoire, sur l'histoire de la planète, sur l'histoire des arbres, sur l'histoire des forêts, que ce soit en analysant directement des arbres sur pied en forêt ou en analysant des charpentes dans des maisons. Après, pour la pomme, ça reste toujours une vaste connerie, parce que si votre pomme a plus d'1 an, il va pas falloir la manger comme ça, on va plutôt en faire des compotes. Bon aussi les compotes, hein. Meilleur comme ça. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et qui vous a permis de découvrir cette science qui me semblait un peu méconnue, qui est la dendrologie et plus précisément la dendrochronologie. En tout cas, je pense que vous ne verrez plus de la même manière le bois de boue qui en général en ébénisterie nous embête bien parce qu'il est bien chiant à raboter, à poncer, à nettoyer, souvent il brûle. Enfin voilà, en plus il absorbe la colle, hyper chiant, mais vous verrez qu'il nous apporte énormément d'informations et que donc du coup il a quand même bien le droit de vivre et bien le droit d'être là. En tout cas, je tenais à énormément remercier l'IRPA qui nous a gentiment ouvert ses portes, ouvert ses labos, ouvert ses chantiers. N'hésitez pas, le lien de leur site est dans la description. Si vous voulez faire dater un objet en bois que vous avez chez vous, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Comme on vous l'a dit dans la vidéo, vous l'avez vu dans les interviews, ils peuvent dater vraiment beaucoup de choses, ou en tout cas essayer de dater. Mais en tout cas, il y a des possibilités pour toutes sortes d'objets. Tant qu'il y a du bois, il y a moyen d'analyser et d'avoir des informations. En tout cas, un très grand merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, un pouce vers le haut parce qu'ils sont plus bleus depuis longtemps, un petit commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires, si vous avez des idées d'autres lieux qu'on pourrait aller visiter, d'autres métiers du bois qu'on pourrait vous présenter. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, tout est dans la description. Tchuss les Nathalieros. Pour parler de dendrochronologie, on va se rendre à l'IRPA, à l'Institut... c'est l'Institut Royal du Patrimoine. Et donc du coup, pour parler de dendrochronologie, on va se rendre à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. Putain. Tu y arriveras Institut Royal du Patrimoine Artistique. Donc du coup, pour parler de évidemment, c'est l'autre mot que j'ai pas. Et donc du coup, pour parler de dendrochronologie, on va se rendre à l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique.